Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne forme. On est dans le premier module concernant la typologie textuelle. Aujourd'hui, on va entamer notre deuxième séquence concernant le texte descriptif. On va faire l'étude d'un texte descriptif où on décrit un personnage. Maintenant, on passe au texte. Voici notre texte. Il s'agit d'un extrait du roman Les Misérables de Victor Hugo, écrivain et poète du XIXe siècle. C'est un texte accompagné d'une image. Arrêtez la vidéo, lisez attentivement le texte, essayez de répondre aux questions suivantes. Qui parle? De qui? Quels sont les personnages du texte? Quel est son type? Quel est le type de l'image qui accompagne le texte? Et quelle est sa fonction? Maintenant, on passe à la première partie de notre texte. Avant de commencer l'étude de la description, on va d'abord répondre aux questions. Qui parle? C'est Victor Hugo. De qui? De Cosette, de son personnage Cosette, qui est une petite fille. Quels sont les personnages du texte? Nous avons Cosette et Madame la Thénardier, chez qui travaillait Cosette. Quel est le type de ce texte? Il s'agit d'un texte descriptif qui décrit Cosette. Quel est le type de l'image qui accompagne le texte? C'est une photographie qui représente le personnage qui a interprété le rôle de Cosette dans le film Les Misérables. Quelle est la fonction de cette image? C'est une image qui a une fonction d'illustration qui sert à illustrer le texte. Maintenant, on passe à l'étude de la description. D'abord, pour décrire un lieu ou une personne ou un personnage, il faut retenir deux choses, deux éléments importants. Le premier élément, c'est que pour décrire, on ne peut pas décrire n'importe comment. Il faut organiser la description. Donc, il faut organiser la description. Ça, c'est la première information à retenir. La deuxième, c'est pour décrire, on ne peut pas tout décrire. Il faut décrire en fonction d'une impression. Alors, maintenant, observez ou lisez le premier paragraphe. Répondez à la question suivante. Quelles sont les informations que l'auteur nous donne sur son personnage dans ce premier paragraphe? Que fait l'auteur dans ce premier paragraphe? Alors, dans ce premier paragraphe, l'auteur a commencé par la description de l'aspect général. Qu'est-ce que ça veut dire décrire l'aspect général? Décrire l'aspect général, c'est décrire l'être perceptible. Perceptible, ça veut dire visible, dit le premier regard, comme la taille, la couleur, l'âge. Même si la personne se situe loin de vous, vous pouvez voir sa taille. Si elle a une petite taille ou une grande taille, ou il est d'une taille moyenne, vous pouvez voir sa couleur, c'est brune ou noire. Vous pouvez voir aussi si elle est vieille ou jeune. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aspect général. Et quelles sont les phrases qui marquent la description de l'aspect général? Vous avez la phrase suivante. Cosette, donc vous avez la phrase suivante. Cosette était maigre et blême. Donc, c'est une phrase qui marque la description de l'aspect général. Il avait près de 8 ans. Donc, ici, on donne des informations sur l'âge, ici sur la couleur, il est blême, ça veut dire pâle, livide, elle était maigre. Donc, ce sont des phrases qui décrivent l'aspect général. On lui donnait à peine 6. Donc, il avait près de 8 ans, mais on lui donnait uniquement 6 ans parce qu'elle était tellement maigre. Cosette était laide. Donc, selon le texte, pourquoi était laide? Cosette était laide, heureuse et peut-être était jolie. Pourquoi était laide? Pourquoi elle était laide? C'est parce qu'elle était malheureuse. S'il était heureuse, elle serait peut-être jolie. Donc, dans le premier paragraphe, donc on décrit l'aspect général. Donc, on va voir comment l'auteur a-t-il organisé la description de son personnage. Donc, en premier lieu, il commence par l'aspect général. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe. Et on va voir que fait l'auteur dans ce deuxième paragraphe. Observez les mots qui sont surlignés en jaune. Donc l'auteur, il passe du général vers ce qui est particulier. Ici, il a choisi des traits physiques à décrire, comme quoi, quels sont ces traits physiques? Nous avons les yeux, la bouche et les mains. Et pour décrire, comme je vous ai déjà dit, on ne peut pas tout décrire.
Donc, il faut décrire en fonction d'une impression. Donc, selon quelle impression l'auteur a-t-il choisi ces traits-là ou a-t-il décrit les traits physiques de Cosette? Donc, on commence par les yeux. Ses grands yeux enfoncés dans une sorte d'ombre profonde étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Pourquoi ses yeux étaient-ils éteints? C'est parce qu'il avait beaucoup pleuré. Et les pleurs et les larmes, c'est la manifestation de la tristesse. C'est parce qu'elle était triste. Donc, on décrit les yeux en fonction d'une impression, à savoir le malheur et la tristesse. Elle était malheureuse, elle était triste. Et on l'a déjà vu dès le début du texte. Heureuse, il eût peut-être été jolie. Alors, pour la bouche, les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse. L'angoisse, ça veut dire donc l'inquiétude, la peur. Donc, on décrit en fonction d'une autre impression, c'est la crainte, la peur, avec cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez qui? Chez le condamné à mort et chez les malades désespérés. Ça veut dire les malades qui ont perdu tout espoir de guérison, les malades qui sont atteints de maladies incurables, qu'on ne peut pas guérir. Donc on décrit en fonction du malheur, de la crainte. Donc on va voir plus loin. Qu'au fait l'auteur plus loin, observez donc et lisez le passage qui est surligné en bleu. Donc ici, donc en troisième lieu, l'auteur, il décrit la tenue vestimentaire de son personnage. Tout son vêtement n'était qu'un haillon qui eût fait pitié l'été, qui faisait horreur l'hiver. Un haillon, c'est un vêtement usé, déchiré. Il n'avait sur elle que de la toile trouée. Trouée, ça veut dire déchirée, qu'il y a des trous. Pas un chiffon de laine. Donc, si je vous demande ici de relever le champ lexical des vêtements, quels sont les mots qui le montrent ou qui appartiennent à ce champ lexical? Vous avez haillon, vous avez aussi chiffon, vous avez la toile, donc vous avez vêtements. Donc ici, on décrit donc le port vestimentaire selon quelle impression? Donc, à votre avis, donc selon une impression de misère. Le personnage qui portait des haillons, qui portait donc de la toile trouée, déchirée, pas un chiffon de laine, donc c'est un personnage misérable. Donc on décrit en fonction d'une impression, à savoir la misère, et même aussi en fonction d'une autre impression qui est la pitié. On cherche à inspirer la pitié des lecteurs. On voyait sa peau ça et là, ils l'ont distingué les taches bleues, des taches bleues, donc l'expression donc le groupe nominal tache bleue, où la Thénardier l'avait touché. Ça veut dire des taches bleues qui marquent que la Thénardier l'a frappé, qui marquent que la Thénardier l'avait frappé, l'avait battu, qui marquent que la Thénardier l'avait maltraité. Donc ici, voici comment l'auteur avait organisé la description de son personnage. Donc, il a décrit en premier lieu, il a décrit l'aspect général. En deuxième lieu, il a choisi des traits physiques en fonction de quelques impressions. Après, il a décrit le port vestimentaire de son personnage en fonction d'une impression, à savoir la misère, et aussi en fonction de la pitié, en voulant inspirer la pitié des lecteurs. Maintenant, on passe au procédé de caractérisation. Relever les procédés de caractérisation qui ont permis à l'auteur de décrire son personnage. Quels sont les procédés de caractérisation employés dans ce texte? Quel est par excellence le procédé de caractérisation qu'on peut employer par excellence dans un texte descriptif ou dans la description? Donc le procédé de caractérisation qu'on peut employer et qui est employé par excellence dans le texte descriptif, c'est les adjectifs. Et nous avons ici affaire à plusieurs adjectifs. Nous avons laide, l'adjectif laide, Cosette était laide. C'est un adjectif attribut qui vient après le verbe être. Nous avons petite et sombre, les deux adjectifs épithètes, sombre et petite, des adjectifs épithètes qui sont directement collés au nom auquel il se rapporte au nom qu'il qualifie, à savoir le nom figure. Nous avons aussi un deuxième procédé, c'est la métaphore. Nous avons ici l'adjectif éteint qui est employé avec un sens métaphorique. Ses yeux étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Nous avons le complément de nom. Le nom angoisse, c'est un nom qui complète le nom courbe. Il détermine de quelle courbe il s'agit. C'est la courbe de l'angoisse.
la bouche, le nom bouche, donc il complète le nom coin, c'est un complément de nom. Et nous avons aussi la phrase relative. Nous avons par exemple le pronom relatif, le feu qu'elle éclairait en ce moment. Donc nous avons la phrase relative, qu'elle éclairait en ce moment faisait saillir les angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Nous avons aussi l'adverbe affreusement. Donc voici donc les différents procédés de caractérisation que l'auteur avait employé pour décrire son personnage. Maintenant, vous allez répondre à la question suivante. Quel est le registre de ce texte? Vous avez affaire à quelle tonalité dans ce texte? Donc, nous avons affaire à une tonalité pathétique ou à un registre pathétique. Qu'est-ce qu'un registre pathétique? Un texte qui a un registre pathétique est un texte qui met l'accent sur la souffrance des personnages pour inspirer et pour créer la pitié chez le lecteur, pour inspirer la pitié des lecteurs ou pour créer un sentiment de pitié chez le lecteur. Et on voit donc que nous avons affaire à un registre pathétique d'après donc la description du port vestimentaire. Et vous avez donc la phrase suivante, tout son vêtement n'était qu'un haillon qui lui fait pitié. Donc vous avez le mot pitié. Et donc qui faisait pitié l'été, qui faisait horreur l'hiver. Donc si on voyait Cosette habillée de cette façon-là, donc avec des haillons et de la toile trouée, on aurait pitié d'elle. Nous avons une autre phrase qui marque le registre pathétique qui sert à inspirer la pitié des lecteurs. C'est la dernière phrase du texte. Le creux de ses clavicules était à faire pleurer, pardon. Voilà donc pour le premier passage. Maintenant, on passe au dernier passage du texte. Donc voici le dernier passage du texte. Lisez attentivement ce passage et observez les mots qui sont surlignés en vert et dites que fait l'auteur dans ce passage. D'abord, lisez attentivement le début. Toute la personne de cet enfant, son allure, son attitude, le son de sa voix, ses intervalles entre un mot et l'autre, son regard, son silence, son moindre geste expriment une seule idée. Donc vous avez ici affaire à quelle figure de style? Regardez les virgules, son allure, donc on cite. Donc il s'agit d'une énumération, on énumère. Donc toute la personne de cet enfant, il exprime une seule idée. Tous les aspects de cette personne, son allure, son attitude, le son de sa voix, son silence, son regard, il exprime une seule idée, c'est la crainte. Donc, que fait l'auteur dans ce dernier passage qui fonctionne comme une conclusion de notre texte? Donc, l'auteur ici, il insiste sur l'impression dominante. Et quelle est l'impression qui domine? C'est la crainte. Donc, on a déjà vu que l'auteur a décrit son personnage en fonction de plusieurs impressions, à savoir la misère, le malheur, la crainte, mais ici, il insiste sur l'impression qui domine, c'est la crainte. Donc la peur, l'angoisse. La crainte était répandue sur elle. Elle est toute couverte de crainte. Elle est toute couverte de crainte. Vous avez donc ce qui marque cette insistance, c'est la répétition du mot crainte 3 fois. Et aussi ce mot crainte, il est repris par un autre mot plus fort encore, c'est le mot terreur. Donc un coin, il y avait au fond de sa prunelle un coin étonné où était la terreur. Voilà donc, c'est un paragraphe qui fonctionne comme une conclusion et l'auteur, dans cette conclusion, il insiste sur l'impression dominante. Maintenant, on passe à un autre point, à savoir la cohérence textuelle. On commence par la définition de la cohérence textuelle. Qu'est-ce qu'un texte cohérent? Un texte cohérent, c'est un texte dont les idées sont bien enchaînées. C'est un texte qui a de l'harmonie entre ses différents éléments, entre ses différentes phrases et ses différents paragraphes. C'est un texte où il n'y a pas de contradiction et on va voir quels sont les moyens et les éléments qui assurent la cohérence textuelle. Et aussi un texte cohérent, c'est un texte où il n'y a pas beaucoup de répétitions. Donc le premier moyen qui assure la cohérence textuelle et qui sert à éviter la répétition, c'est l'anaphore. Qu'est-ce que l'anaphore? C'est un procédé de reprise qui consiste à reprendre un mot, à remplacer un mot
ou un nom ou une phrase sous une autre forme de façon à éviter la répétition. Et nous avons donc l'anaphore lexicale, nous avons le mot enfant. Toute la personne de cet enfant, au lieu de répéter Cosette, on a remplacé le mot Cosette par cet enfant, parce qu'il s'agit encore d'une enfant. Donc, on l'a remplacé par cet enfant, donc par un équivalent lexical. Donc, ici, nous avons affaire à une anaphore lexicale. On a remplacé Cosette par le mot enfant. La crainte était répandue sur elle. On a remplacé Cosette par le pronom personnel elle. Donc ici, il s'agit d'une anaphore grammaticale. L'anaphore grammaticale, c'est l'anaphore qui se fait par les pronoms, quels que soient ces pronoms, des pronoms possessifs ou démonstratifs ou personnels. Donc voici le premier élément qui assure la cohérence textuelle, c'est l'anaphore. Le deuxième élément, c'est les liens logiques. Les liens logiques, ce sont des mots de liaison qui relient les phrases ou les paragraphes tout en exprimant un rapport logique entre ces phrases ou ces paragraphes. Un rapport de cause, de but, de conséquence, ça dépend du texte et des phrases. Comme il grelottait toujours, il avait pris l'habitude de serrer les six genoux l'un contre l'autre. Nous avons donc le lien logique comme, ou le connecteur logique comme, qui exprime la cause et non pas la comparaison. Donc comme il grelottait toujours, comme il frissonnait, comme il tremblait toujours, donc comme on pourrait le remplacer par puisque. Puisqu'il tremblait toujours, il avait pris l'habitude de serrer ses genoux l'un contre l'autre. Maintenant, on passe donc à la page suivante ou à la diapositive suivante. Donc, voici la diapositive suivante pour ceux qui veulent imprimer. Donc, nous avons le premier axe de lecture, c'est la description d'une personne, ici d'un personnage. Donc, la description du personnage qui s'appelle Cosette. Nous avons l'organisation de la description dont on a déjà parlé, les procédés de caractérisation et à la fin le registre pathétique. Par la suite, on passe au deuxième axe de lecture qui est la cohérence textuelle et les moyens qui servent à assurer la cohérence textuelle, à savoir les liens logiques et l'anaphore. Ici, vous avez affaire à une image de Madame la Thénardier, le personnage qui a interprété le rôle de Madame la Thénardier dans le film donc des Misérables. Pour décrire, on peut choisir soit ce qu'on appelle le thème constant, ou on peut choisir le thème dérivé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le thème? Dans une phrase, le thème, c'est l'être ou la chose dont il est question. Et le thème, il répond à la question de qui parle-t-on? Ici, de qui parle-t-on? Donc, de Cosette. Donc, le thème du texte, c'est Cosette. Donc, pour décrire, on peut choisir le même thème, ça veut dire le même thème, il reste le même et il ne change pas. Cosette, on parle toujours de Cosette, on peut remplacer ce thème par elle. Donc, elle, ça reprend la totalité de Cosette, ça reprend donc la personne de Cosette. Donc, on peut choisir soit le thème constant, comme on peut choisir le thème dérivé. Donc, le thème dérivé, donc notre thème, c'est toujours Cosette. Mais, donc, au lieu de parler du même thème, donc on a ce qu'on appelle le thème dérivé. Ça veut dire on prend une partie dérivée de la totalité de Cosette et donc on décrit cette partie. Par exemple, on a pris ici, donc vous avez ses grands yeux. Donc les yeux est une partie dérivée de la personne de Cosette. Donc c'est pourquoi on appelle ce thème dérivé. Sa bouche et ses mains. Donc, ce sont des parties dérivées de la personne de Cosette, de la totalité de la personne de Cosette. Donc, c'est ce qu'on appelle le thème dérivé. Donc, pour décrire, on peut choisir soit le thème dérivé, soit le thème constant, ou les deux à la fois. Et quel est le thème qui domine dans ce texte? Nous avons affaire à un thème ou à la prédominance donc du thème dérivé. Donc, parce qu'on a beaucoup utilisé ses grands yeux, sa bouche, ses mains, et ainsi de suite. Donc, le thème ici, on a utilisé les adjectifs possessifs pour, bien sûr, en général, indiquer ce thème dérivé. Donc, c'est la fin de notre analyse. Donc, c'est la fin de notre analyse. Merci pour votre attention.